Parcourant de vastes étendues balayées par d'énormes vagues, nous avons vu divers pays, avec des saisons, des climats, des paysages et des peuples différents. Dans ce pays s'étendent des sables flottants d'une blancheur de neige. Quand le soleil ou la lune brillent, ils étincellent de mille feux. Ces artisans qui font de belles incrustations d'or et d'argent et d'autres articles de ce type produisent les choses les plus ingénieuses et les plus raffinées. Les gens de ce pays pratiquent la religion musulmane. On trouve ici de l'encens, du sang de dragon, de la myrrhe et même d'étranges animaux. Mais curieusement, Marwan ne dit rien dans son journal sur la taille des bateaux trésors, laissant la porte ouverte à des débats sans fin. Un premier indice se trouve dans ce livre, intitulé « L'eunuque Zhang-He, 3 trésors, voyage vers l'océan de l'Ouest ». Le problème, c'est qu'il s'agit d'une œuvre de fiction, un roman dans lequel Zhang-He navigue jusqu'en enfer et qui a été écrit 160 ans après sa mort. La question demeure donc, quelle était la taille des bateaux trésors ? Les vestiges d'un bateau du XIIIe siècle sont conservés ici, au musée maritime de Quanzhou. Mis au jour en 1974, il possède une coque de 35 mètres de long, soit bien plus que ce que les spécialistes estimaient possible pour l'époque. Ce navire montre que 200 ans avant Zhang-He, les Chinois fabriquaient des coques à triple épaisseur, avec des compartiments étanches. Une technique qui renforçait la coque et limitait les dégâts en cas de voie d'eau. Ces techniques ont-elles permis aux contemporains de Zhang-He de bâtir des vaisseaux encore plus grands? Les premiers éléments de réponse sont apparus en 1957, lors de fouilles effectuées dans les anciennes cales sèches des chantiers navals de l'époque Ming, à Nankin. On y a trouvé d'énormes poutres datant du XVe siècle. Comme l'explique Hua Guorong, l'élément qui confirme la très grande taille des navires est ce qui reste d'un gigantesque gouvernail. De nombreux spécialistes se sont basés sur ce gouvernail pour estimer la longueur des vaisseaux de Zhang-He. Certains estiment tout à fait plausible qu'ils aient fait 138 mètres de long et 56 mètres de large. L'architecte naval Chun Chi-kit n'est pas de cet avis. De nombreuses contraintes techniques s'opposent au fonctionnement d'un bateau aussi grand. Selon lui, des navires aussi imposants auraient été impossibles à manœuvrer, et le bois n'est pas un matériau assez solide pour des bateaux qui auraient pesé plus de 10 000 tonnes. Cette feuille de prière bouddhiste semble lui donner raison. C'est la seule image d'époque qui représente les navires de Zhang-He. Avec seulement 4 mâts au lieu de 9, ils paraissent d'une taille plus classique. Nous avons calculé que le vaisseau faisait probablement 60 ou 62 mètres de long. Soit une taille inférieure de moitié à celle mentionnée dans le roman du XVIe siècle, mais quand même plus imposante que tout ce que les Européens bâtissaient à la même période.
À l'hiver 1405, dès que la mousson du nord-est se met à souffler, l'armada appareille pour l'océan Indien. Zhang-He n'a alors vraisemblablement jamais été en mer. Même s'il ne s'agit pas d'un voyage de découverte, cette première mission est très ambitieuse. Zhang-He devra aller au sud jusqu'à Java, remonter par le détroit de Malacca et passer Sumatra avant de mettre le cap sur la destination choisie par l'empereur, le royaume de Calicut en Inde, sur la côte de Malabar. La raison de ce périple sur près de la moitié du globe est une denrée pour laquelle Calicut est célèbre dans le monde entier, le poivre. Le poivre fascine l'empereur Yongle, pas seulement en tant qu'épice, mais aussi comme remède pour les maux d'estomac et les problèmes cardiaques. En Chine, le poivre est si rare qu'il est parfois utilisé en guise d'argent. C'est le produit qu'on trouve en plus grosse quantité dans les registres. On l'importait en masse. C'est quelque chose que les Chinois n'avaient pas jusque-là. Zhang-He a tout ce qu'il faut pour faire affaire. Ses soutes regorgent de précieuses soieries. Et surtout de porcelaine Ming, très prisée dans toute l'Asie pour leur solidité et leur beauté. Zhang-He passe les 3 premiers mois de l'année 1407 à commercer pour le compte de l'empereur. Il déploie tous ses talents de négociateur pour acquérir des pierres précieuses, des perles, des coraux et plusieurs tonnes de poivre. Mawan décrit la façon dont se concluent les marchés. Le chef, le chéti et son excellence l'eunuque se donnent tous la main, et le marchand déclare alors « Telle ou telle lune, tel ou tel jour, nous nous sommes tous donné la main et avons scellé notre accord par une poignée de main. Que le prix soit élevé ou faible, nous ne le renierons ni ne le modifierons jamais. » À la fin du printemps, la mousson commence à souffler du sud-ouest et la flotte repart en Chine, chargée de sa précieuse cargaison. Mais le commerce n'était pas la seule raison des expéditions de Zhang-He. Comptant jusqu'à 300 vaisseaux, ces missions avaient sans doute un autre objectif, une motivation profondément chinoise qui n'aurait pas pu être comprise par les esprits européens de l'époque. Pour mieux la comprendre, il faut plonger dans l'esprit de l'homme qui est à l'origine de ces missions, l'empereur Yongle. Yongle est l'un des empereurs chinois les plus visionnaires et les plus impitoyables. En 1402, il a détrôné son neveu après une guerre civile de 3 ans et a fait exécuter tous les hauts dignitaires qui refusaient de le soutenir. Les victimes se comptèrent par milliers. Yongle nourrit 2 grandes ambitions, rétablir la culture chinoise après des siècles de domination mongole et légitimer son accession au trône. Il transfère la capitale de Nankin à Pékin, où il fait construire le plus grand palais du monde, la cité interdite. Il fait également fortifier et prolonger la Grande Muraille pour empêcher une invasion mongole par le nord. Ses ambitions sont sans limite. Ji Shejia, un éminent spécialiste de la période Ming, a passé des années à sonder la personnalité de Yongle. Il a trouvé un indice intéressant dans une ancienne carrière non loin de Nankin. Ici, l'empereur avait ordonné qu'on découpe un gigantesque bloc de pierre pour dresser un monument à la mémoire de son père. Rien ne devait empêcher la réalisation de ce projet, même si les tailleurs de pierre devaient se tuer à la tâche. On raconte qu'en une journée,
Chaque homme devait découper 3 blocs de roche. Un bloc faisait 7 tailles. Ceux qui n'y arrivaient pas étaient exécutés. Ce projet était une folie. Avant même son achèvement, on dut annoncer à l'empereur que le bloc était trop lourd pour être déplacé. Aujourd'hui, il est toujours ici, témoignage de la mégalomanie de l'empereur. En Chine, on dit qu'élever un monument à quelqu'un, c'est s'élever un monument à soi-même. En glorifiant les actions de son père, Yongle se glorifiait lui-même. Dans son insatiable quête de gloire, l'empereur ne tarde pas à regarder au-delà des frontières de la Chine. Il était très soucieux de s'assurer que nul ne mettrait en question sa légitimité. Et une façon de l'affirmer était de faire reconnaître à de nombreux souverains étrangers son statut de fils du ciel. C'était important pour lui. Dans le confucianisme, le monde est organisé selon une hiérarchie sociale dont l'empereur occupe le sommet, avec pour mission de préserver l'harmonie entre le ciel et la terre. S'il persuade les souverains étrangers de lui verser un tribut, l'empereur pense que les dieux lui souriront et que sa dynastie sera éternelle. La mission de Zhang He est donc de mettre le monde à genoux. Il n'a pas été envoyé à la découverte de nouvelles terres. Ce qu'il cherchait, c'était des souverains qu'il pourrait persuader de reconnaître Yongle. La tâche est difficile, mais Zhang He est passé maître dans l'art de la diplomatie. Il éblouit les souverains étrangers avec des fêtes au cours desquelles il leur présente le meilleur de ce que la Chine peut offrir. On attend de ces souverains qu'ils versent un tribut. En échange, la Chine accepte de commercer avec eux, une sorte de clause de la nation la plus favorisée avant l'heure. Les émissaires étrangers sont conviés à bord du vaisseau pour le long voyage jusqu'en Chine, afin de présenter en personne ses tributs à l'empereur. Les plus extraordinaires de ces présents sont des animaux rares, encore inconnus en Chine. Celui qui stupéfie le plus la cour impériale est un cadeau envoyé par le roi de Malindi, dans l'actuel Kenya, une girafe. C'est incroyable de penser que cette girafe a traversé l'océan Indien. Les mandarins ont été fascinés. Ils ont tenté de trouver dans leur texte classique une façon de nommer cet animal qu'ils n'avaient jamais vu. Ils ont écrit des poèmes sur elle, ils l'ont peinte, et ils ont pensé qu'il s'agissait vraiment d'une créature des plus remarquables.